sommaire de cette 5e chronique, nous allons vous présenter Pélagos. Pélagos, c'est un sanctuaire marin pour la protection des cétacés, une petite merveille, vous verrez. Puis nous verrons avec Marcel Barbero les origines de notre végétation. Et tout de suite, nous allons voir avec Bénédicte Di Gennaro les problèmes qui se posent en Méditerranée. Ils sont nombreux, mais alors la pollution, vous allez voir, c'est du sérieux. Croyez pas, Bénédicte? Effectivement, José. On peut nourrir quelques inquiétudes en apprenant que la Major italienne vient d'annoncer la découverte du plus grand gisement de gaz en Méditerranée de l'histoire. Il se situe à 1450 mètres sous le niveau de la mer et représente un potentiel de 5,5 milliards de barils de pétrole. Ce nouveau gisement est une véritable manne pour l'Égypte dans la mesure où il pourrait répondre aux besoins de ce pays de plus de 85 millions d'habitants pendant plusieurs décennies, alors que les importations de gaz naturel liquéfié mettent le pays dans une forte dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs. Alors cette découverte, est-ce une nouveauté en Méditerranée? Pas vraiment. À ce jour, cette grande mer semi-fermée compte 232 plateformes d'exploitation d'hydrocarbures, dont un tiers environ concerne du pétrole. Et notre littoral varois n'est pas exclu du champ de recherche et d'exploitation. Selon les experts, les forages pétroliers en Méditerranée vont se multiplier dans les années qui viennent. Et nous ne sommes pas à l'abri de ce phénomène expansionniste. Rappelons qu'en 2010 était révélée incidemment l'existence d'un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures délivré en 2002 sur une immense zone maritime de 25 000 km² entre les îles d'Hyères et Marseille. La filiale anglaise de la compagnie texane Melrose Resources, bénéficiaire de ce permis, escomptait exploiter à terme d'importantes quantités de gaz biogénique. L'autorisation des travaux de recherche validée par le préfet des Bouches-du-Rhône avait permis en 2010 de lancer une nouvelle campagne de prospection sismique de 2 mois sur 12 500 km² jusqu'à 2600 mètres de profondeur. Fort heureusement, la médiatisation de ces recherches avait généré un rejet unanime. Elle se situait en zone de protection écologique, adossée au sanctuaire Pélagos, à moins de 30 km des côtes et sur des sites à haut risque sismique. En 2012, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est déclaré opposé au permis Rhône-Maritime et le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature a adopté à l'unanimité une motion demandant l'interdiction des forages en Méditerranée cette même année. Mais la société Melrose tient à rentabiliser son investissement. Elle a fait une demande de prolongation pour la 3e période du permis avec 3 forages test. Cette demande a été rejetée par le ministère de l'écologie. Melrose a attaqué cette décision en début d'année. En février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné raison sur la forme et a enjoint le ministère de réexaminer le dossier dans les 2 mois. L'affaire n'a pas traîné. Le 7 mars, le ministère de l'écologie s'est pourvu devant le Conseil d'État qui a rejeté son pourvoi. Dans le même temps, on multiplie les déclarations vertueuses sur la nécessité de sauver le climat, la terre, la mer, en jurant la main sur le cœur que tout danger est écarté. Rappelons-nous l'accident dramatique dans le golfe du Mexique le 20 avril 2010 de la plateforme Deepwater Horizon qui a provoqué la mort de 11 personnes et laissé échapper pendant plus de 3 mois près de 4 millions de barils de brut. Cet accident n'est pas un cas isolé. Depuis une trentaine d'années, on a recensé 10 incidents majeurs dont la moitié a donné lieu à des marées noires. À ces craintes éventuelles de marées noires s'ajoutent celles qui sont liées à l'augmentation constante du trafic maritime. Ce sont 420 millions de tonnes qui transitent aujourd'hui contre environ 300 millions il y a 10 ans. Il faut ajouter à ces risques ceux beaucoup plus concrets des bateaux qui nettoient leurs cuves en pleine mer, ce qui représente entre 100 000 et 250 000 tonnes par an. Et les hydrocarbures ne sont pas la seule menace. Il faut savoir que la Grande Bleue accueille 31% du tourisme mondial et les infrastructures sanitaires sont souvent déficientes. Dans le sud, 44% des habitants des villes de plus de 10 000 habitants bénéficient pas d'un accès à un réseau d'épuration. À part ça, tout baigne en Méditerranée. Maintenant, sous forme d'antidote à ce qui a précédé, on vous invite à un petit voyage au long cours, mais en embarquant tout près de chez nous, tout près de là, Porquerolles, le parc national et au-delà. En route pour Pélagos.
sanctuaire Pélagos, c'est un espace international qui comprend une zone qui repose sur 3 pays, l'Italie, Monaco et la France. C'est un territoire immense, 87 500 km², un espace dédié à la conservation des cétacés. Il y a la présence de canyons, de courants, comme le courant Ligure notamment, avec des eaux froides qui vont descendre et remettre en suspension tous les éléments organiques qui vont permettre à toute la chaîne alimentaire de se développer. C'est un espace aussi de concertation, puisque l'objectif, c'est de faire se rencontrer l'ensemble des acteurs de la mer qui travaillent sur cet espace. Quand on dit sanctuaire, ça veut dire un endroit un peu sacré, un endroit où on protège. Le sanctuaire, il est dédié à la protection de certaines espèces animales maritimes. Ce sont essentiellement les mammifères marins. Le sujet, c'est bien de permettre à ces animaux remarquables de continuer à vivre, tout en permettant aussi à l'économie normale de continuer à vivre. Le sanctuaire est la seule zone marine de haute mer internationale protégée pour les mammifères marins. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On peut faire côtoyer une forte activité touristique, comme il existe sur la Côte d'Azur, et préserver de façon appropriée les mammifères marins qui existent. Pour terminer, nous retrouvons Marcel Barbero qui va nous amener, comme je vous le disais tout à l'heure, aux origines de notre végétation, et ça ne date pas d'hier. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de l'histoire des paysages méditerranéens depuis la dernière glaciation. Parce que, en fait, personne ne sait, ou très peu de gens savent, que on a démarré ici, dans nos régions nord-méditerranéennes, de paysages de toundra, qu'ensuite sont arrivés les genévriers, puis les pins, et ce n'est que récemment, il y a 7000 ans, c'est déjà ancien, mais enfin ce n'est que récemment, par rapport à l'histoire, que l'on voit arriver les chênes et les conifères plus nobles comme les sapins. À l'altitude, par contre, on avait des mélèzes, on avait des arolles, qui sont des arbres bien connus de nos montagnards. Alors, cette végétation méditerranéenne a été profondément modifiée par l'homme depuis la période néolithique. Et pratiquement, cette dégradation et utilisation des forêts anciennes depuis le néolithique a atteint son optimum au Moyen-Âge, où les paysages actuels étaient constitués avec les restanques romaines étant dans les parties hautes, succédant aux ensembles ligures, et dans les Maures, par exemple, des forêts fruitières étaient constituées comme la châtaigneraie. Mais depuis le Moyen-Âge, l'oliveraie avait atteint son optimum de développement. Dans les forêts, évidemment, c'était les animaux qui étaient présents, en particulier les ovins dans nos régions, et les arbres étaient extrêmement minoritaires. Puis, à partir de la fin du XIXe siècle, du début du XXe, la forêt s'est constituée d'une manière massive, puisque les pins, qui fondent le paysage méditerranéen actuel, qui occupait par exemple en 1868 53 000 hectares pour le pin le plus courant qui est le pin d'Alep, sont aujourd'hui à 220 000 hectares malgré les incendies de forêt. Il en est de même pour le pin sylvestre qui occupait 70 000 hectares et qui a dans la région 250 000 hectares. Alors imaginez que c'est l'équivalent d'un département qui, à basse altitude, a été gagné par un paysage forestier entièrement nouveau qui a transformé complètement les paysages anciens. C'est dire le poids
de l'action de l'homme, ce poids qui interfère aujourd'hui avec les changements climatiques dont on parlera d'une manière plus approfondie. Et je dirais simplement pour conclure que durant le tardiglaciaire, c'est-à-dire la période qui a succédé à la dernière glaciation, la mer était à moins 130 mètres du niveau actuel, ce qui explique la grotte Cosquer à Marseille, dans les Calanques, avec évidemment des démonstrations de paysages qui étaient déjà des paysages semi-arborés, buissonnants, dans lesquels l'homme chassait, l'homme du Paléolithique chassait. Voilà. Marcel Barbero, merci. À la semaine prochaine. Et pour terminer, une petite chanson du navigateur, chanteur Antoine, qui, avec les Gospel Kids, nous exhorte à sauver la Méditerranée, à la protéger. Allez, bye bye, à la semaine prochaine. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer. Ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Et voilà. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer.